tous et bienvenue sur cette vidéo de Global Brandings. Le sujet d'aujourd'hui, le marketing, ou plutôt les bases du marketing. Alors à travers cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs concepts, outils et techniques pour vous aider à mieux comprendre les bases du marketing et à mieux les appliquer à vos affaires. Mais tout d'abord, le marketing, qu'est-ce que c'est? Je vais commencer par vous donner une définition tirée du Mercator, qui est un petit peu l'ouvrage de référence en la matière. Tous les marketeurs, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans le marketing, connaissent ce livre et s'y appuient encore parfois dans le cadre de leur travail. Donc un ouvrage de référence qui nous donne cette définition. On va la lire ensemble. Le marketing, donc, effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Dans le secteur marchand, le rôle du marketing est de créer de la valeur économique pour l'entreprise en créant de la valeur perçue par les clients. Voilà, tout en simplicité, tout en concision. Bon, toujours est-il que cette définition, vous l'avez remarqué, elle a le mérite d'être précise et détaillée, mais elle soulève aussi beaucoup de points importants pour bien appréhender ce que c'est que le marketing. Donc on va la revoir ensemble et je vais débroussailler un petit peu tout ça. On repart du début. Effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels. Alors ici, organisation, on parle de toutes les structures à but lucratif ou non lucratif, et les marchés concurrentiels, donc les marchés où ces structures sont donc en concurrence avec d'autres structures, tout simplement. Donc effort d'adaptation des organisations à des marchés où elles sont en concurrence, un effort d'adaptation fait pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent. Alors les publics dont elles dépendent, ça regroupe toutes les entités, externes et même internes à l'organisation, qui ont une influence directe sur cette dernière, sur la poursuite et l'atteinte de ses objectifs, et même sur sa longévité. Alors ces publics, ça peut être les clients, les partenaires, les distributeurs, les pouvoirs publics, bref, toutes les entités qui ont donc un impact, une influence directe sur la poursuite des affaires et la longévité de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on dit les publics dont elles dépendent. Donc ça commence un petit peu à prendre tout son sens, reprenons depuis le début. Le marketing, effort d'adaptation des organisations à des marchés donc où elles sont en concurrence, un effort qui est fait pour influencer en leur faveur le comportement donc de toutes ces entités, ces publics, dont elles dépendent pour poursuivre leurs objectifs et afficher une jolie croissance. Alors comment on va les influencer? Par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents, c'est-à-dire une offre qui va être perçue comme plus intéressante, de meilleure qualité, plus attractive en tout cas, par ces publics dont les organisations dépendent. Donc on reprend ensemble encore une fois. Effort d'adaptation des organisations à des marchés où elles sont en concurrence, les efforts d'adaptation faits pour influencer en leur faveur le comportement donc de ces publics dont elles dépendent, et on va les influencer en faisant une offre qu'ils vont percevoir comme plus intéressante que celle des concurrents. Alors on aborde justement un concept central dans le marketing, qui est d'ailleurs répété 2 fois dans cette définition, le concept de valeur perçue. Donc vous le retrouvez au 2e paragraphe, dernière ligne, donc c'est réellement un concept central en marketing, puisqu'on agit directement sur la valeur perçue en l'occurrence. Alors qu'est-ce que c'est que la valeur perçue? Eh bien c'est tout simplement la valeur que vous percevez et que vous accordez, donc de manière purement subjective, à un produit ou à un service. Donc c'est un jugement qui est irrationnel, en totale opposition à la valeur marché, à la valeur intrinsèque ou réelle du produit, qui par contre là se base purement sur des critères rationnels pragmatiques. Bon alors, or, on privilégie le plus souvent ses propres perceptions et jugements, hein, tout le monde le sait, et donc dans le cas du secteur marchand, le rôle du marketing est de créer de la valeur économique pour l'entreprise en créant de la valeur perçue par les clients. C'est-à-dire qu'on va créer de la valeur perçue pour les clients qui vont favoriser leur propre perception de valeur, se procurer le produit auprès donc du distributeur ou en tout cas du commerçant, ce qui va donc créer de la valeur économique pour l'entreprise en créant de la valeur perçue par les clients. Alors, on va un petit peu plus détailler ce concept de valeur perçue, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler plus loin dans cette vidéo, en prenant un petit exemple, celui du premier dessin d'un enfant. Alors d'un point de vue marché, purement rationnel, la valeur de ce produit est quasi nulle. Pourtant, aux yeux des parents, ce même produit, qui garde donc toujours la même valeur intrinsèque, prend une toute autre valeur, puisqu'il cristallise une période de leur vie et de celle de leur enfant, des émotions, des souvenirs, bref, leur perception de la valeur de cet objet est complètement influencée par des critères qui sont ici émotionnels, donc subjectifs, irrationnels. Donc l'objet qui n'a absolument aucune valeur purement marché prend une toute autre valeur
grâce à la perception que peuvent en avoir certaines personnes. Alors notez d'ailleurs que votre propre perception de la valeur de ce dessin a évolué seulement avec l'ajout du cadre. Pourtant la valeur pure, réelle du produit, elle n'a pas évolué, c'est votre perception qui vient d'évoluer juste avec ce cadre. Donc là on est typiquement dans le cas du marketing visuel où on influence votre perception de valeur grâce à des éléments visuels. Ici donc le cadre. Donc voilà, c'est un exemple de ce que c'est que la valeur perçue, donc un jugement de valeur qui est accordé de manière subjective et qui repose sur des critères irrationnels, émotionnels, goût personnel, etc., qui est donc totalement détaché de la valeur marché et des considérations purement rationnelles. Ce qui nous amène justement au sujet suivant, le marketing et la création de valeur. Donc on vient de voir que votre perception de valeur peut être influencée, on va voir ici comment à travers quelques exemples. Premier exemple, un prix plus élevé est-il gage de meilleure qualité? Regardons ces photos comparatives proposées par Megou.fr. Donc de gauche à droite, nous avons des couples de produits, petit salé aux lentilles, emmental français râpé et quart pré-tranché, quart de jambon sec. Donc pour chacun de ces couples de produits, on a donc le même conditionnement, boîte de conserve, sachet fraîcheur, barquette. On a le même produit, à chaque fois petit salé, mental, jambon sec, et en plus le même producteur. Mais pourtant, on a un prix différent et une valeur perçue qui est différente. Vous allez avoir tendance à penser que William Saurin, Entremont et Aoste, les produits qu'on voit en ce moment à l'écran, donc le petit salé aux lentilles, l'emmental et les quarts pré-tranchés de marque, auront nécessairement donc une meilleure qualité que ceux de distributeurs, les marques de distributeurs ou MDD, ici Carrefour, Monoprix, Cora, et qui justifie donc le prix plus élevé de ces marques William Saurin, Entremont, Aoste comparé aux marques de distributeurs. Donc là on est typiquement avec cet exemple face à la preuve que notre perception de valeur peut être altérée par les outils marketing et de marque, puisque donc on va supposer que les produits William Saurin, Entremont et Aoste seront de meilleure qualité sur les produits petit salé, emmental râpé et quart de jambon, alors qu'au final nous avons les mêmes producteurs pour la marque en propre ou nationale et la marque de distributeur. Donc un exemple où notre perception de valeur est altérée par les outils marketing et de marque. Bon alors ceci étant dit, les produits de marque nationale, William Saurin, Entremont, Aoste, et des distributeurs ou MDD, Carrefour, Monoprix, Cora et d'autres encore, ne sont pas toujours produits par le même producteur, bien évidemment. Là on est sur un exemple typique, mais c'est pas toujours le cas, évidemment. Alors on va passer à l'exemple suivant, toujours sur le marketing et la création de valeur. L'association de valeur pour justifier du prix. Alors on va prendre cette photo pour exemple, donc celle du service en restaurant. Donc remarquez que les trois protagonistes sourient tous les trois donc et semblent partager quand même un assez bon moment ensemble. Vous noterez aussi que toute l'attention semble être portée sur le sommelier. On voit bien le monsieur à gauche qui le regarde en souriant. On voit bien la dame à droite qui sourit en regardant le vin. Donc on sent quand même que elle est vers le sommelier. Donc tout le monde se concentre sur ce monsieur. Donc ce qui nous permet de supposer qu'il est à l'origine de cette atmosphère qu'on voit sur la photo, assez cordiale, assez détendue. Donc ce qui nous fait supposer que c'est un service de qualité, qui semble en tout cas être apprécié par ce couple de clients. Et c'est donc un service qui va apporter une valeur supplémentaire à la prestation de ce restaurant, puisque ça va permettre à ce couple de clients de mieux apprécier leur repas et la valeur de ce repas, et d'ainsi de mieux justifier le prix de la prestation grâce à une association de valeurs. Donc typiquement la valeur de la nourriture, de la présentation d'une part, mais aussi celle du service qui, en s'associant, vont justifier du prix, vont commencer à développer la valeur de la prestation globale par des associations donc de valeurs, ici la qualité de service. Donc là en l'occurrence ces clients repartiront manifestement satisfaits mais garderont une perception positive de ce lieu qu'ils vont recommander et certainement privilégier pour leur prochaine sortie au restaurant. Alors cette association de valeurs se retrouve surtout bien évidemment dans les secteurs du service et liés au bien-être, mais elle peut aussi s'appliquer à n'importe quel autre marché. Alors rappelez-vous par exemple les coupons de station-service ou les offres un plein plus quelques euros égale un DVD ou tout autre cadeau. Là aussi, on est sur une association de valeurs qui permet d'augmenter la perception de valeur de la prestation globale, d'ainsi mieux en justifier le prix et de développer votre satisfaction par des associations donc de valeurs. Donc ce qui nous amène à notre dernier exemple, pour faire court, de la création de valeur grâce au marketing, avec l'exemple du vintage, et là on est sur la stimulation de la valeur perçue pour dépasser la valeur réelle.
Bon, pour moi le vintage c'est vraiment l'exemple qui se prête le mieux pour illustrer cet élément de stimuler donc la valeur perçue pour dépasser la valeur réelle. Alors restons sur le vintage. Au final ce sont des objets qui sont usés, parfois sales voire même cassés, et souvent bons à jeter. Au final le vintage c'est souvent des produits en fin de vie. Alors toujours est-il que la valeur marchande étant nulle, la demande aussi, on s'est retrouvé face à une montée en puissance de la mode du vintage. On s'est remis à mettre au goût du jour des produits qui jusqu'ici étaient tout simplement jetés, qui n'avaient aucune valeur marchande, aucun acquéreur à part quelques rares collectionneurs. Donc tout simplement grâce au marketing on a fait de la faiblesse de ce secteur, donc les produits usés, le vintage, les produits anciens, on en a fait une force. En effet, plus un produit est âgé voire usé, plus sa valeur augmente. Voilà. Plus un objet est ancien, plus il est rare ou usé, plus sa valeur est supposée élevée, et plus le prix paraîtra justifié. Donc au début c'était des achats de nécessité pour les personnes qui n'avaient pas toujours les moyens de se procurer des articles neufs, qui donc allaient prendre des articles un petit peu moins chers, donc souvent usés, de seconde main ou vintage. Ou alors c'était aussi une mode purement au niveau du collectionneur qui allait prendre certains objets en particulier pour poursuivre une collection précise, spécifique. Bon, alors toujours est-il qu'au fil des années la mode du vintage s'est fortement développée pour former à elle seule un marché de plusieurs milliards de dollars développé sur tout le globe. Vous retrouverez la mode du vintage aussi bien en France, en Europe qu'aux États-Unis ou même dans les pays asiatiques. C'est une mode qui vraiment dépasse les frontières et qui acquiert de plus en plus d'aficionados. Et donc qui est typiquement là basée sur la valeur perçue. Donc par exemple, une tasse vieille ébréchée de 30 ans, vieille de 30 ans donc, qui il y a seulement quelques années allait être jetée à la poubelle, se monnaie aujourd'hui parfois même plus cher qu'une tasse neuve, justement parce qu'elle est vieille, voire parce qu'elle est ébréchée. Donc on influence directement notre perception. Tous les éléments qui faisaient que le produit n'était pas du tout désirable il y a quelques années deviennent des éléments qui le rendent justement tout autant désirable. Voilà, on est face par exemple sur cette photo à des tasses que vous pouvez retrouver certainement dans des meilleurs états neuves et pour des prix similaires auprès de grands distributeurs un peu hard discount sur la décoration et les éléments de maison. Mais pourtant, certains vont privilégier ces éléments-là tout simplement parce qu'ils sont plus anciens, donc supposés de meilleure qualité. On retrouve par exemple aussi cette brosse qui n'a absolument plus aucune utilité à l'heure actuelle, mais certains vont l'acheter pour les mêmes raisons, parce que c'est un objet ancien qui rappelle un mode de vie, et donc la valeur perçue dépasse la valeur réelle de l'objet. Là aussi, on est donc sur du marketing, et c'est notre dernier exemple, quand la valeur perçue dépasse la valeur réelle. Alors, n'allez pas penser que c'est du lavage de cerveau ou de la manipulation socio-psychologique. Si c'était le cas, vous ne boiriez qu'une marque de boisson, vous ne conduiriez qu'une marque de voiture, et ainsi de suite. Ce serait beaucoup trop simple, ça nous arrangerait beaucoup trop. Non, non, le marketing, c'est davantage créer une offre qui va saisir votre attention, et qui va orienter votre jugement de manière favorable à l'offre. Donc on va travailler directement sur votre perception de la valeur de notre offre en s'assurant qu'elle soit la plus favorable possible. Rien à voir donc avec du lavage de cerveau. Alors, comment fait-on pour influencer ce jugement de valeur? On va tout d'abord commencer par voir comment nous, en tant que clients, que consommateurs, on effectue ces jugements pour ensuite mieux voir comment les influencer. Donc vous le savez aussi bien que moi, nous basons tous nos jugements sur de très nombreux critères et facteurs, rationnels d'un côté, financiers notamment par rapport au prix à notre budget, mais également par rapport à nos attentes du produit. On attend par exemple d'un couteau qu'il coupe, et de l'autre côté les critères et facteurs irrationnels qui sont plus liés au goût, au désir. Et qui très souvent, les facteurs et critères irrationnels ont bien plus de poids qu'on ne veut bien le croire dans le processus de décision et d'achat. Prenons par exemple l'achat d'une tablette tactile. Si vous êtes déjà propriétaire d'un ordinateur ou d'un smartphone, vous avez donc des fonctionnalités, vous pouvez faire des opérations très similaires avec les devices que vous possédez actuellement. Donc l'achat d'une tablette n'est pas motivé par des critères rationnels, en l'occurrence ce sont des critères irrationnels, vous n'en avez pas besoin, mais vous souhaitez en avoir une pour la mobilité qu'elle offre, pour divers critères, mais irrationnels. Donc ça a bien plus de poids qu'on ne le pense dans le processus de décision. Nous allons donc voir maintenant comment nous évaluons les valeurs marchandes. Donc on se réfère bien évidemment à Internet, avec les comparateurs de prix en ligne, les avis clients, à nos proches qui vont nous recommander ou au contraire nous déconseiller des produits, services ou marques.
Sachez d'ailleurs que la recommandation par les proches est le moyen le plus efficace de promouvoir un produit. Pensez par exemple à toutes les offres de parrainage, ça prouve bien que c'est ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, la recommandation par des proches. Mais également notre éducation, aussi bien académique que dans la connaissance du produit, de nos besoins, qui vont justement nous permettre d'effectuer des choix bien plus rationnels, et également dans une certaine mesure l'impact du marketing et de la publicité des producteurs et distributeurs sur un secteur donné. Donc tous ces éléments vont influencer directement notre perception des valeurs. Par exemple, la recommandation d'un proche de confiance va immédiatement augmenter la valeur que nous percevons d'un produit ou d'un service qu'il aura recommandé, et donc notre propension à payer pour ce produit ou service. Mais en revanche, si on lit de mauvais retours clients en ligne pour un même produit ou service, immédiatement notre valeur perçue va baisser et avec elle notre acceptation au prix. Bon, alors maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour influencer cette perception des valeurs? Rappelez-vous, le lavage de cerveau ce n'est pas une option. Et on ne peut pas non plus agir sur toutes les sources d'influence de tous nos clients, ce serait titanesque, on ne s'en sortirait jamais. Donc on va se focaliser sur deux éléments majeurs de la perception de valeur, les valeurs de référence et la désirabilité. Les valeurs de référence, ce sont un petit peu vos valeurs guides ou jalons, celles qui délimitent votre acceptation au prix, c'est-à-dire votre propension à payer pour un produit ou service, et vos attentes pour un prix défini. Donc généralement, ces valeurs de référence sont établies par les grands secteurs. Dans le cas de la téléphonie mobile, par exemple, les valeurs de référence qui délimitaient le marché, votre propension à payer pour un service, un produit et vos attentes, donc là en l'occurrence les forfaits mobiles par exemple, c'était principalement établi par Orange, SFR ou Bouygues, jusqu'à l'arrivée bien entendu de Free Mobile, mais on va y venir. Et donc comme vous le voyez, les valeurs de référence reposent généralement sur des critères rationnels. Là en l'occurrence on a parlé de prix et d'attente pour un prix donné, donc on est sur des critères rationnels. Et en opposition donc on a la désirabilité qui elle repose sur des critères plutôt irrationnels. Et donc ce sont souvent des valeurs qui sont développées par des entreprises technologues, par exemple Apple ou haut de gamme, les marques de luxe, qui sont en mesure de bâtir des offres désirables, c'est-à-dire perçues comme rares, voire même uniques, ou en tout cas hautement qualitatives avec une forte valeur ajoutée pour le client, donc une offre désirable. Donc maintenant qu'on a identifié ces deux valeurs de référence et la désirabilité, comment s'y prend-on pour les influencer et pour influencer donc la perception de valeur? Première possibilité, à l'instar de Free, attaquer les valeurs de référence, ou influencer plus directement du moins les valeurs de référence. En effet, avec l'arrivée de Free Mobile, on a vu un grand chamboulement du marché de la téléphonie mobile. Free a réussi à redéfinir justement les valeurs de référence en matière de qualité-prix et d'attente pour un prix donné sur le secteur de la téléphonie mobile. Il a même réussi à pousser et à influencer les offres de la concurrence et même les comportements de consommation. Au jour d'aujourd'hui, on n'attend plus du tout les mêmes services pour un prix donné qu'il y a 4 ou 5 ans dans le secteur de la téléphonie. On a une attente au prix beaucoup plus légère et on a une attente de service beaucoup plus élevée. On attend grosso modo à avoir un accès à plus de données pour un prix beaucoup plus bas depuis l'arrivée de Free Mobile. Il a donc redéfini nos valeurs de référence. Et de l'autre côté donc, nous avons la désirabilité, illustré ici avec le secteur du luxe, et là en l'occurrence stimuler la désirabilité grâce à des leviers irrationnels, donc par exemple les bénéfices socio-émotionnels ou l'univers de marque de consommation en boutique que nous offrent les marques de luxe. Être propriétaire de Chanel n'apporte pas d'assouvissement de critères rationnels, c'est de l'irrationnel, on n'a pas de nécessité à avoir un sac Chanel, mais on assouvit un désir, on se fait plaisir en ayant un sac Chanel. Donc par exemple, pourquoi acheter une montre Rolex plutôt qu'une Casio? Ou pourquoi un sac Vuitton plutôt qu'un autre d'une marque un peu moins chère? Parce qu'au final, les utilisations et les capacités des produits sont exactement les mêmes, mais pour un prix multiplié par 10 que l'on devient prêt à payer. C'est un prix que l'on justifie justement par l'assouvissement d'un désir fort, celui d'acquérir un produit de luxe reconnu, un marqueur social, une récompense personnelle. Donc la valeur perçue est ici influencée de manière beaucoup plus sélective, plus subjective. Tout le monde n'a pas forcément envie d'acquérir un produit de luxe, à part dans de rares cas. Et donc il n'y aura pas de grand chamboulement des attentes, ni de grande réorientation des perceptions de valeur, comme on a pu le voir par exemple avec Free pour les valeurs de référence. Mais donc on a encore ici deux possibilités d'influencer la perception de valeur des clients. Mais là, nous abordons le sujet du marketing stratégique, et c'est une autre histoire. Bref, je me suis un petit peu éloigné. Revenons au sujet, les bases du marketing.
On a donc vu la définition du marketing, on a abordé le concept de valeur et de valeur perçue. Maintenant, on va voir comment le marketing fonctionne en reprenant la base, la loi de l'offre et de la demande. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous refaire toute la théorie économique, je vais rester très simple et schématique. Mais comme vous le savez, toute offre répond à une demande, laquelle provient toujours d'un client, ou du moins d'un client en devenir, ce qu'on appellerait un prospect du coup. Chaque client ou prospect donc est soumis à de nombreux critères de choix qui lui sont personnels, financiers, ses goûts, le niveau d'information et de connaissance, comme on l'a vu précédemment par rapport aux produits, etc. Et encore une fois, dans une certaine mesure, l'impact donc du marketing et de la communication. Le client ou le prospect va donc cristalliser tous ces critères pour formuler à un instant T des besoins qui vont d'une certaine manière donner naissance à une demande. De l'autre côté, les entreprises prennent acte de ces besoins. Les mêmes entreprises qui sont soumises à de nombreux critères financiers, de rentabilité, de marge, ou encore stratégiques, leurs objectifs à moyen ou long terme, leur positionnement, ou encore productifs au niveau des capacités de production, leurs compétences, technologiques éventuellement aussi, par rapport à leurs compétences en innovation, à leur recherche et développement, etc., etc. Bref, toutes ces entreprises vont elles aussi cristalliser tous ces éléments pour formuler une offre qui sera la plus proche possible des besoins clients et la plus adaptée à leurs propres impératifs. Le client va donc analyser et comparer toutes ces offres, puis sélectionner celle qui lui paraît la plus adaptée et engager la transaction. Alors là, la deuxième étape du marketing à ce niveau, ce sera d'augmenter son panier d'achat, c'est-à-dire ses dépenses, en satisfaisant au maximum de besoins, pour éviter justement de le laisser repartir insatisfait, et ainsi stimuler le client à revenir s'approvisionner de manière fidèle et régulière chez nous. Ça, c'est la deuxième étape du marketing. Donc on est ici dans le cas de l'offre qui répond à la demande. Là, le marketing permet de saisir les besoins clés du client auxquels l'entreprise peut répondre et ensuite de formuler l'offre la plus adaptée et la plus attractive possible pour obtenir la transaction. Mais on a aussi la situation inverse, celle où l'offre va stimuler la demande. Donc l'offre est ici initiée par l'entreprise qui, grâce à des outils et techniques marketing et communication, va promouvoir son offre auprès de son public. Alors la clé d'une offre efficace réside ici dans sa valeur, donc rappelez-vous un petit peu avant le passage sur la valeur perçue. Plus elle sera élevée, plus l'offre aura des chances de stimuler la demande. Plus la perception de la valeur sera élevée, plus vos clients se montreront intéressés et prêts à l'acquérir. Alors une offre bien développée et bien promue, ça va développer l'adhésion d'une partie du public qui s'intéressera à l'offre et souhaitera y répondre en devenant acquéreur, voire même en devenant un client fidèle. Besoin d'un exemple? Alors prenons ce stylo. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. That's my boy right there. This pen. Fucking sell anything. Why don't you do me a favor? Write your name down on that napkin for me. I don't have a pen. Exactly. Supply and demand, my friend. You know what I'm Holy saying? He's shit. creating urgency. So you get them to want to buy the stuff. Convince them it's something that they need. You know? Voilà, je pense que vous avez tous compris l'idée grâce à ce superbe exemple, extrait du loup de Wall Street, pour ceux qui l'auront reconnu, pardon. Donc là on était typiquement dans le cas de l'offre qui va stimuler la demande par la désirabilité. Nous allons maintenant pouvoir attaquer le corps de cette vidéo en commençant par les études et la connaissance du marché qui sont réellement la clé de voûte du marketing. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un marché? Alors certains auront peut-être en tête cette image. Eh bien vous ne seriez pas très loin. De manière schématique et simplifiée, le marché en marketing correspondrait à ceci. Donc en conservant l'exemple de la vente de fruits et légumes de la photo, votre marché regroupe ici tous vos clients et concurrents, comme sur un marché physique, sauf qu'en marketing, généralement le marché est plus souvent virtuel, puisqu'il regroupe des entreprises et clients qui peuvent être à des kilomètres de distance, sur tout le globe d'ailleurs, et parfois même de manière dématérialisée. Bref, votre marché de fruits et légumes de manière schématique ici, regroupe tous les producteurs de fruits et légumes, et tous les clients qui souhaitent se procurer une catégorie dans les fruits et légumes. Donc selon les lois du marché, les entreprises se partagent la clientèle et tentent de la développer. Toutefois, vous n'êtes pas soumis que à votre concurrence sur votre marché, mais aussi à des effets extérieurs ou externes, comme par exemple un des effets de la mondialisation, le phénomène des nouveaux entrants ou de nouvelles entreprises, soit étrangères, soit venant d'autres secteurs, vont venir s'introduire sur des marchés existants et attaquer les parts de marché d'entreprises déjà implantées. Alors c'est tout de même un phénomène qui est assez isolé, une entreprise trop éloignée comme un producteur de shampoing par exemple ne pourra pas venir vous attaquer sur votre marché des fruits et légumes. Seulement une entreprise sur le même secteur
pourra venir attaquer vos parts de marché. Donc les nouveaux entrants, ce sont l'une des influences externes auxquelles votre marché est soumis, mais pas la seule. Vous devez aussi faire face aux facteurs écologiques, socioculturels, politiques, technologiques, légaux ou même économiques qui sont réellement tout autant à considérer ils peuvent directement affecter la tenue de vos affaires. Donc ce sont des facteurs externes qui touchent aussi bien vos clients que votre entreprise ou vos concurrents. Tout le monde est logé à la même enseigne. Il est donc essentiel de bien appréhender ces facteurs externes pour s'adapter et réagir efficacement. C'est vraiment là la première phase de la connaissance du marché. La connaissance de ces 6 éléments, de ces 6 facteurs externes que l'on résume par leur initiale, à savoir le modèle PESTEL pour politique, économique, socioculturel, technologique, écologique et légal, qui peuvent donc avoir des influences ou positives ou négatives sur vos affaires. Il est donc vital de surveiller ces 6 éléments qui composent donc votre environnement externe. Alors, pourquoi connaître et étudier son marché? Prenons un exemple. Imaginons que vous produisiez et commercialisez de la charcuterie. Pensez-vous pouvoir l'exporter par exemple au Moyen-Orient? Bien sûr que non, ce serait typiquement l'exemple d'une mauvaise connaissance du marché. Par contre, cet exemple nous amène au suivant. En effet, si en l'état la charcuterie est difficilement exportable, elle est devenue désirable pour certains musulmans, générant donc une demande. C'est ce qui a poussé au développement de produits de charcuterie halal. On est ici dans le cas inverse, celui d'une bonne connaissance marché qui a su capter une demande, en l'occurrence latente, et y répondre efficacement. Alors, le marché de la demande, c'est un petit peu comme les manèges à pompons. De manière schématique, voilà notre manège, avec en bleu les montures, et le manège donc qui tourne de manière quasi régulière, circulaire, avec à l'extérieur une personne qui balance un pompon au-dessus donc des montures et des enfants. L'idée c'est que le plus réactif des enfants doit, en théorie du moins, attraper le pompon et ainsi gagner un lot, un tour gratuit ou autre. Retrouvons maintenant notre marché, qui est lui aussi cyclique, on le verra un petit peu après, et où cette fois le pompon ce sont grosso modo les besoins, la demande formulée par le client, et là aussi c'est l'entreprise la plus habile qui théoriquement remportera le pompon, ici la transaction. On voit donc avec cet exemple toute l'importance d'étudier et connaître son marché pour mieux anticiper, mieux se positionner et réagir pour optimiser ses chances d'attraper le pompon et de développer donc ses affaires. Alors, comment fait-on? Il y a 2 grandes catégories pour étudier et connaître son marché. La première, ce sont les études et analyses. Elles peuvent être effectuées sous diverses formes, comme des études documentaires, qualitatives, quantitatives ou par panel, et elles vous permettent d'obtenir un cliché de votre marché à un instant T, et d'ainsi mieux le connaître et mieux l'appréhender. Bon, le problème c'est qu'un marché, comme on vient de le voir, est cyclique, il est en mouvement, il est évolutif, et donc il est vital de bien suivre ses évolutions pour bien se positionner. On arrive donc au deuxième type d'études, qui sont donc les veilles, c'est-à-dire de la surveillance et de fréquentes mises à jour sur des sujets stratégiques, comme on le voit ici, donc des veilles concurrentielles, commerciales, technologiques, juridiques ou environnementales, qui vous permettent donc de mieux vous positionner en fonction des évolutions du marché et donc de dépasser votre concurrence. On va rapidement se pencher sur les études qualitatives et quantitatives qu'on retrouve dans la boîte de gauche, qui sont les plus utilisées par les entreprises et qui devraient donc vous intéresser. Commençons par les études qualitatives. Donc ce sont des études sur les attentes et les motivations et également les jugements de valeur des consommateurs, le plus souvent sous forme de questions auprès d'un petit groupe de personnes, généralement autour de ce qu'on appelle des focus group, qui rassemblent donc des personnes autour d'un employé qui va leur poser certaines questions à but qualitatif, qui vont donc nous permettre de saisir leurs attentes, leurs motivations, etc. etc. Les résultats sont difficilement quantifiables puisqu'ils sont opérés sur une petite cible de la population, et le prix varie en moyenne de 80 à 20 000 euros, ou plus de 20 000 euros en tout cas. Et nous avons également les études donc quantitatives, qui sont des études globales sur des comportements de consommation sur un marché, et qui sont administrées auprès d'un plus grand nombre de personnes, plusieurs centaines voire plusieurs milliers, et qui donc produisent des résultats quantifiables et représentatifs sur des problématiques simples. Donc le prix de telles études commence en général autour de 700 euros, et donc nous allons voir rapidement comment vous aider à préparer ces types d'études, qualitatives et quantitatives.
Tout d'abord, il est important de commencer par définir vos objectifs et cibles. En effet, il y a beaucoup de types d'études différentes et il est vraiment important de sélectionner celui qui correspondra le mieux à vos attentes et à vos objectifs. Donc, définir vos objectifs et cibles, première étape. À partir de là, vous pouvez donc sélectionner le type d'étude le plus adapté à vos objectifs et à vos cibles, puis préparer et administrer votre questionnaire, et enfin, réunir et analyser les résultats. Donc voici 3 types d'études quantitatives particulièrement répandues et qui donc peuvent vous être utiles pour développer votre connaissance marché. La première, l'étude ad hoc, qui sont ponctuelles pour un seul client. Les études en souscription, toujours ponctuelles mais pour de multiples clients, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs clients à acheter plusieurs questions au sein d'un même questionnaire qui sera administré auprès d'une même cible, et vous aurez donc les réponses à vos questions, celles pour lesquelles vous aurez payé. Et enfin les études omnibus qui sont périodiques, donc multi-clients de nouveau, donc vous payez toujours pour un certain nombre de questions dont vous recevrez les réponses. Pour toute question ou demande d'études, n'hésitez pas à contacter l'un des très nombreux instituts d'études comme le Credoc, l'IFOP, l'Ipsos ou autres, vous en trouverez vraiment beaucoup sur internet, n'hésitez pas à faire quelques recherches. Ce qui nous amène à la partie suivante, le ciblage et le positionnement. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une cible et qu'est-ce que c'est que le ciblage? En parlant de cible, certains penseront peut-être à ça, et encore une fois, ils seront très proches. En effet, nous aussi en marketing, on utilise un système très similaire. On considère en effet qu'il y a 3 cibles, le cœur de cible, la cible primaire et la cible secondaire. Et comme avec une cible de tir à l'arc ou de fléchette, plus on se rapproche du centre, plus ça ramène de points. À l'extérieur, c'est ce qu'on appelle donc la population, puisque les cibles primaires, secondaires et cœur de cible sont une partie d'une population totale. Chacune de ces cibles correspond donc à un groupe, ou ce qu'on appelle une population, la population cible en l'occurrence, que l'entreprise va chercher à atteindre et à acquérir. C'est donc ce qu'on appelle le ciblage. Alors, qu'est-ce que c'est que la cible d'une entreprise? Elle s'établit à partir d'une population totale, par exemple celle de la France, et prenons l'exemple d'un fabricant de GPS, il va chercher au sein de cette population française à vendre ses produits aux personnes qui sont intéressées de la manière la plus efficace possible, la plus simple possible. Grosso modo, optimiser ses ventes, les développer en ayant à investir le moins possible. Donc il va chercher la population qui serait la plus intéressée par ses produits. Or, toute la population française n'est pas utilisatrice de GPS, et il n'y a donc aucune nécessité de se concentrer sur toute la population française. Cela générerait beaucoup trop de coûts pour trop peu de revenus. Donc on va se concentrer, par exemple, sur les propriétaires de voitures, ce qui va constituer notre cible secondaire. Les propriétaires de voitures pourraient être intéressés par l'acquisition d'un GPS. Mais ça fait encore beaucoup, et tous ne sont peut-être pas intéressés par des GPS, ou en ont déjà un, intégré à la voiture, ou qu'ils ont acheté précédemment. Donc on va se concentrer sur les conducteurs chevronnés avec une voiture qui ne bénéficie pas de GPS intégré, ce qui va former notre cible primaire. Donc c'est déjà beaucoup mieux, on a une cible beaucoup plus restreinte. Qui plus est, ils auront en majorité un intérêt pour nos produits, vu leur activité sur la route et vu qu'ils n'ont pas de GPS intégré. Donc ce sont des clients en devenir, le potentiel est important. Mais on peut encore trouver mieux, donc on va continuer le ciblage. Quels seraient les clients qui seraient les plus intéressés par nos GPS? Les conducteurs de voitures, ne possédant pas de GPS et n'ayant pas le sens de l'orientation, qui constituent notre cœur de cible. Ce sont les clients qui montrent le plus de potentiel d'achat, qui seront théoriquement les plus intéressés par nos produits et qui nécessiteront donc le moins d'investissement pour générer le plus de revenus possible. Donc, si on regarde un petit peu de loin, on retrouve notre système de cible, que vous pouvez voir. Quant au ciblage, c'est effectivement l'action de chercher à atteindre une cible. On va voir comment. Avec la segmentation et les outils de ciblage. Alors vous vous dites, encore des termes barbares, ça va être compliqué. Eh bien pas du tout. D'ailleurs vous êtes déjà familier avec la segmentation et le ciblage, grâce à cette charmante dame que l'on connaît tous. C'est la célèbre ménagère de moins de 50 ans. Donc là vous êtes typiquement face au ciblage, ou plus précisément à la segmentation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement le fait de segmenter la population en catégories représentatives, par exemple les femmes ménagères de moins de 50 ans, qui sont un segment représentatif de la population, bien que quand même très large. Donc la question suivante, c'est comment fait-on pour segmenter et comment fait-on pour cibler? Dans tous les cas, et comme on l'a vu précédemment,
on part toujours de la population totale, laquelle va passer à travers un tamis pour ne conserver que les profils recherchés, ceux qui nous intéressent le plus. Pour ce faire, notre tamis sera composé de critères de sélection, comme par exemple la catégorie socio-professionnelle, le caractère et la personnalité, les goûts et hobbies, le lieu de vie, urbain ou rural, le sexe, l'âge, autant de critères qui nous permettront grosso modo de tamiser notre population totale. On la passe donc à travers ce tamis et on arrive à en faire ressortir une population cible qui correspondra, ou qui sera la plus proche en tout cas, de tous nos critères de sélection. Voilà, c'est ça le ciblage. Ça nous permet d'identifier un segment de population cible et ça nous donne les moyens de mieux l'étudier et de mieux l'influencer. Donc concrètement, comment est-ce qu'on s'en sert du ciblage et quelle est son utilité? Tout débute avec la formulation d'une offre. Comme toute offre, elle satisfait aux besoins d'un segment de population et elle vise un type de clientèle en particulier, notre cœur de cible, et ici, notre client idéal. Or, ce client idéal a ses propres particularités, dont la connaissance va nous permettre de mieux l'approcher et de mieux positionner notre offre, donc d'augmenter nos chances de réussite. Ces particularités peuvent avoir trait à son lieu de vie, urbain ou rural, ses goûts, son âge, sa catégorie socio-professionnelle. Bref, chacune de ces particularités peut apporter son lot d'informations et nous permettre de mieux nous positionner. Par exemple, dans le cas du lieu de vie, cela permettra d'établir des zones de chalandise, qui sont les zones autour du point de vente aux clients réguliers, sa zone d'influence qui est constituée de divers segments de population. Ça nous permettra également d'identifier les lieux d'achat dans le cas du producteur, pour savoir où distribuer pour mieux atteindre sa cible, de mieux connaître les besoins et impératifs de notre cible liés à leur lieu de vie, pour mieux y répondre, etc. Dans le cas des goûts, ça nous permettra de mieux connaître et de mieux construire notre offre, par exemple à travers un design ou des fonctionnalités adaptées, à travers l'expérience de consommation ou à travers des opérations de co-branding. L'âge et le sexe, qui agissent aussi sur le jugement et les choix du client, sur leurs besoins et attentes, sur leur raisonnement, sur le processus d'achat, qui sont tous différents entre un homme et une femme, ou pour un adolescent et un quadragénaire par exemple. Donc leur connaissance nous est là aussi très utile. Enfin, pour les CSP, le niveau d'éducation, les besoins et attentes, la relation à l'offre et au prix sont là aussi des éléments clés à connaître pour réussir une approche efficace de sa cible. Donc le ciblage nous permet d'identifier une clientèle à fort potentiel, ainsi que les meilleures voies d'accès à cette population, par le prix, le lieu de distribution, la communication, etc. etc. Attention toutefois, cible marketing et cible communication ne sont pas toujours les mêmes. Pensez par exemple aux fabricants de jouets. Leur cible marketing, ce sont souvent les parents, puisque ce sont eux les acheteurs qui sont sensibles au prix et à la qualité du produit, etc. Mais leur cible de communication, ce sont les enfants qui pourront ainsi mieux solliciter les parents et leur porte-monnaie. Donc pour résumer, quels avantages au ciblage? Tout d'abord, l'efficacité et la rentabilité. Parce qu'en identifiant sa clientèle, on se concentre mieux sur les moyens de l'acquérir. On devient plus efficace, on se disperse moins, on est plus rentable. Ensuite, la meilleure compréhension client et une meilleure approche, puisqu'effectivement, en connaissant mieux notre client, il est beaucoup plus aisé de l'approcher. Ciblage qui rime aussi avec positionnement, c'est donc notre point suivant. Mais le positionnement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un petit peu une synthèse de votre entreprise, de vos ambitions et valeurs, mais aussi le reflet de vos compétences et de votre offre. On le construit à partir du mix marketing, mais on va voir ça un petit peu après. Donc en construisant votre positionnement, gardez toujours 3 règles d'or à l'esprit. Votre positionnement doit être différenciant et représentatif de votre entreprise ou de vos produits et services, cohérent et facilement applicable à vos activités, bien évidemment, et il doit être compris et accepté facilement par votre public, tout en leur apportant une valeur ajoutée. Ce sont les 3 règles d'or pour un positionnement efficace pour votre entreprise. Prenons quelques exemples. McDonald's et Hermès. Leur seule évocation fait se bousculer dans nos esprits des images, des émotions, des sensations qui symbolisent l'entreprise, de manière positive ou négative, et ses produits. Et globalement, nous en avons tous des perceptions similaires qui sont appuyées par leurs produits, par leur communication, par leur marketing. Bref, ce sont des positionnements réussis. Le positionnement qu'ils souhaitent diffuser auprès de leur cible est celui qui est le plus largement accepté justement par leur cible. Ce sont des positionnements efficaces, qui les différencient, qui les identifient, qui sont cohérents avec leurs activités et bien évidemment qui apportent une valeur ajoutée aux clients.
Alors, comment faire pour construire un positionnement? La première phase, c'est de se poser des questions. Quoi? Quel produit? Quel service? À quel prix? Quelle qualité? Qui le produit? Pour qui? Comment est-il produit? Quelles sont les compétences utilisées? Quel savoir-faire? Pourquoi? En réponse à quel besoin ou pour quelle raison proposez-vous ce produit ou cette offre sur le marché? Tout ça, c'est la première phase de questions qui va vous permettre de bâtir les bases de votre positionnement. Vous devriez déjà voir une ou plusieurs directions se dégager de cette première phase où vous arriverez à trouver quelques bases à votre futur positionnement, quelque chose qui donne une indication sur ce que vous êtes, ce que vous faites et pourquoi. Pourtant, il y a une deuxième étape. Il faut effectivement affiner toutes ces informations, tous ces éléments que vous aurez dégagés à la réalité, au contexte, aux enjeux, aux objectifs, à vos capacités de production, logistique ou autres, financières, pour ensuite définir des applications qui soient cohérentes et efficaces et qui vous permettront donc de bâtir votre positionnement. Donc voyons un petit peu comment on évalue un positionnement en marketing. On se concentre en général sur deux axes complémentaires ou liés, comme par exemple ici traditionnel innovant, entrée de gamme et haut de gamme. Donc on positionne ensuite les entreprises selon leurs caractéristiques, ce qui nous permet d'obtenir un mapping, comme on appelle ça en marketing, et d'aisément dégager le positionnement et les avantages de telle ou telle entreprise, ce qui ressemblerait à ceci. Donc on va regarder un petit peu ensemble, comme vous pouvez le voir par exemple, le rond orange est positionné plus haut de gamme et le justifie par une plus grande innovation, tandis que par exemple en opposition le rond bleu est plus en entrée de gamme et justifie ce positionnement entrée de gamme par un schéma plus traditionnel. Donc par exemple sur le domaine des cuisines, on suppose que les cuisines de marque Orange qui sont placées plus haut de gamme ont des modèles de cuisine d'habillage plus innovants que la marque de cuisine bleue qui elle est plus entrée de gamme et qui du coup propose des modèles beaucoup plus traditionnels qui lui permettent d'avoir des prix plus attractifs. Donc continuons. Dernière étape d'un positionnement efficace, développer la valeur ajoutée et perçue de votre positionnement. Nous allons prendre l'exemple de Leader Price, enseigne de hard discount alimentaire. Leader Price se positionne pourtant comme davantage, comme une enseigne qui propose des produits de qualité à prix bas, le tout avec l'endorsement, comme on appelle ça en marketing, de Jean-Pierre Coff, c'est-à-dire que ce personnage fait office de preuve et de garantie de cet engagement. Il symbolise l'engagement de Leader Price de proposer des produits de qualité à petit prix. C'est le positionnement de Leader Price. Donc, ce qui nous amène à la dernière partie du ciblage et du positionnement, à savoir quels avantages au positionnement. Tout d'abord, il permet d'aisément identifier votre offre et de la différencier, mais aussi de favoriser les échanges avec votre cible, laquelle favorisera bien évidemment le relationnel avec une entreprise dont elle partage et apprécie le positionnement. Et enfin, le positionnement permet d'optimiser vos stratégies et opérations pour les mêmes raisons qu'évoquées avec le ciblage, à savoir vous vous concentrez sur un type d'activité en particulier et évitez ainsi de vous disperser, optimisant donc vos stratégies et opérations. Ce qui nous amène donc à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons voir quelques outils d'aide à la prise de décision. Alors, quel type d'outils allons-nous voir? Je vais rester sur les plus connus et les plus utiles pour une PME puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo. Et dans un premier temps, nous allons parler du marketing mix que nous avons évoqué un peu plus tôt dans cette vidéo. Puis, quelques matrices marketing, notamment la matrice SWOT, la matrice BCG et la matrice McKinsey. Alors je sens qu'il y en a qui s'affolent, mais aucune crainte, je vais tout vous expliquer. Commençons par le marketing mix. Le marketing mix qu'on appelle aussi les 4 P pour prix, produit, promotion ou communication et place ou distribution qui sont donc les 4 éléments majeurs d'un produit, d'une offre et qui sont réellement au centre du marketing. Rappelez-vous, c'est à partir du mix marketing que vous pourrez bâtir votre positionnement. Donc, les 4 P, pourquoi faire? Pour bâtir une offre cohérente et agir efficacement. Prenons un exemple, votre boulanger et pâtissier habituel du coin de la rue et un boulanger pâtissier plus haut de gamme. On a ici deux mêmes types d'activités pour deux marketing mix totalement différents. Les prix, les produits, le lieu de distribution et les modes de promotion ne sont pas du tout les mêmes pour ces deux établissements. On suppose que l'établissement de boulangerie-pâtisserie de gauche sera peut-être
plus abordable au niveau de ses prix, avec une qualité de produit peut-être un petit peu plus faible que celle de droite, et on se doute bien que la boulangerie-pâtisserie de droite ne communique pas et ne fournit pas les mêmes efforts de communication que la boulangerie-pâtisserie de gauche. Typiquement, nous n'avons pas le même positionnement, nous n'avons pas le même marketing mix pour un type d'activité similaire. Ce qui est tout aussi vrai d'ailleurs, par exemple avec l'e-commerce et les boutiques physiques. Offres et clientèle différentes, impératifs différents, marketing mix différent. La clé d'un marketing mix efficace, c'est que ces 4 éléments, prix, produit, place, promotion, soient cohérents ensemble et qu'ils s'inter-influencent. Toute la valeur d'un sac Vuitton ne réside pas que dans le produit ou dans le prix, mais aussi dans l'expérience de consommation en boutique, place ou distribution, et dans la désirabilité du produit, promotion. La qualité du produit justifie le produit, tout comme l'expérience en boutique, tout comme la communication, laquelle est elle-même influencée par les 3 autres P, et ainsi de suite. Les 4 éléments, le prix, le produit, la distribution et la communication, participent à vendre ce même produit. On privilégie donc un sac Vuitton par rapport à ces 4 éléments qui s'inter-influencent et qui sont tout à fait cohérents ensemble. En bonus, et parce que vous êtes de bons élèves silencieux et intéressés, voici un autre concept élémentaire du marketing, le cycle de vie du produit, lequel prend le plus souvent cette forme. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un produit un produit ou service à 4 grandes phases de vie. L'introduction ou le lancement avec un faible développement, puis la croissance, la maturité avec un volume de vente stabilisé, et enfin le déclin. Tout produit, tout service et même tout marché, rappelez-vous tout à l'heure les marchés cycliques, suit un procédé similaire. Il est donc bon de connaître cette évolution, ce cycle de vie. La solution au déclin, l'innovation ou la montée en gamme, mais c'est encore un autre sujet. On va donc maintenant aborder les matrices. En commençant par la matrice SWOT, pour force, faiblesse, opportunité et menace en anglais. Donc comme vous pouvez le voir, cette matrice se présente sous la forme d'un tableau dans lequel on va classer les influences positives et négatives d'origine interne et externe. Quelle utilité? Eh bien tout simplement, évaluer vos chances de réussite et choisir la meilleure option. Comment? Tout simplement parce que ce tableau vous permet d'établir une liste détaillée de vos avantages et désavantages pour poursuivre et ainsi mieux vous positionner par rapport à vos objectifs et générer des idées, la génération de nouveaux axes de développement grâce aux informations que vous pourrez découvrir grâce au SWOT en identifiant les marchés porteurs, les segments porteurs et ceux qui sont trop consommateurs de ressources. Voyons maintenant la matrice BCG. Là aussi c'est plus simple qu'il n'y paraît. Donc comme vous pouvez le voir, on a ici 4 catégories qui sont classées en fonction de la part de marché et de la croissance du secteur sur lequel elles sont positionnées. Part de marché sur l'axe horizontal et croissance du secteur sur l'axe vertical donc. On utilise assez souvent cette matrice pour évaluer la rentabilité et les actions futures à appliquer à ce qu'on appelle en marketing des domaines d'activité stratégiques ou des DAS. Mais bon, dans le cas d'une PME, on peut se limiter à juste y classer vos produits ou catégories de produits. Donc, quelle utilité a la matrice BCG? Eh bien tout simplement, elle vous permet d'optimiser vos actions et vos investissements pour stimuler votre rentabilité. On va voir maintenant cette matrice un petit peu plus en détail. Donc, sur l'axe vertical, la croissance du secteur, sur l'axe horizontal, les parts de marché qui vont de manière croissante. On retrouve nos 4 catégories, avec en haut à gauche les produits dilemmes, avec de faibles parts de marché sur un secteur en croissance. En haut à droite, les stars, avec de fortes parts de marché sur un secteur en croissance. En bas à droite, les vaches à lait, fortes parts de marché, secteur à faible croissance. Et enfin en bas à gauche, les poids morts, avec de faibles parts de marché sur un secteur à faible croissance. Alors un secteur en croissance, ça sous-entend de plus forts investissements de l'entreprise pour développer votre présence, tandis que de fortes parts de marché, ça sous-entend un chiffre d'affaires et une rentabilité plus élevée. Donc en ce sens, la catégorie vache à lait, c'est celle qui génère le plus de revenus et de bénéfices, tandis que les dilemmes génèrent beaucoup de coûts pour une rentabilité plus faible, puisqu'ils sont sur des marchés en croissance. Donc comme évoqué précédemment, on peut se simplifier la tâche et classer nos produits ou catégories de produits sous la forme suivante, qui a le bénéfice d'être très simple, mais je recommande de suivre la même disposition qu'en marketing, donc c'est ce qu'on appelle en mapping, pour plus de précision. La matrice prend alors cette forme.
Donc la lecture de l'information elle est beaucoup plus précise, on identifie rapidement les produits à faible revenu, à fort revenu et sur les secteurs en croissance et à faible croissance. Prenons l'exemple, le DA ou produit DA pour domaine d'activité, A par exemple, est manifestement celui qui génère le plus de revenus. D'ailleurs, sur les techniques mapping de marketing, plus le cercle sera gros, plus il sous-entend un chiffre d'affaires élevé. Donc là en l'occurrence, on retrouve bien notre disposition, produit vache à lait qui génère le plus de revenus, et les produits dilemme et poids mort qui eux pour le coup sont sur des parts de marché plus basses et génèrent donc le moins de revenus, sauf dans les cas où bien évidemment on voit par exemple avec le DA produit E qui est donc sur un secteur en croissance avec une part de marché elle également en croissance et qui donc nous fait supposer qu'il peut se diriger vers une position star dans quelques temps. Ce qui nous amène justement à notre point suivant qui est un point de culture générale. Sachez que cette matrice s'inspire du cycle de vie du produit qu'on a vu précédemment. D'ailleurs, si on creuse un peu, ça suit le même système. On retrouve la phase d'introduction, petit revenu et en croissance, dans les produits dilemme, la phase de croissance, fort revenu et forte croissance dans les produits stars, la phase de maturité, avec de forts revenus et une faible croissance du secteur avec les produits vache à lait, et enfin la phase de déclin avec de faibles revenus et un secteur en récession avec les poids morts. Revoilà notre cycle de vie du produit, je vous laisse y jeter un œil quelques secondes. Donc, introduction, croissance, maturité, déclin, vous noterez le volume des ventes, c'est l'axe vertical, plus c'est haut, plus les ventes sont élevées, et en dessous c'est le temps. Et revoilà notre matrice BCG, et on retrouve donc le cycle de vie du produit vu précédemment. Alors tout ça c'est très bien, on arrive à classer nos produits ou catégories, mais après qu'est-ce qu'on fait? À chaque problème, sa solution. Prenons les dilemmes, secteur en forte croissance mais faible part de marché. Que faire? Eh bien sélectionner et investir. On sélectionne les plus performants sur lesquels on investit pour les faire passer en star, idéalement, tandis qu'on devra supprimer les moins performants. Pour les stars justement, forte croissance du secteur, forte part de marché, bien entendu, on investit pour prendre la vague. Pour les poids morts en revanche, faible revenu, faible croissance du secteur, beaucoup devront être supprimés pour libérer des liquidités et les plus rentables donc seront conservés, surveillés jusqu'à ce que eux-mêmes s'alourdissent et qu'ils doivent à leur tour être supprimés pour libérer des liquidités. Enfin, les vaches à lait générant le plus de profit mais le secteur ne bénéficiant pas de croissance appuyée, il s'agit ici de consolider sa position et ses parts de marché. Dans un schéma idéal, vos produits ou catégories de produits navigueront d'une catégorie à une autre, comme on l'a vu précédemment, de dilemme à star et de star à vache à lait, en suivant le modèle de cycle de vie du produit. Ce qui ressemblerait à ceci. Donc, surveiller ou supprimer, certains devront être supprimés donc vers l'extérieur du tableau. De même pour les produits dilemme, ceux qui seront sélectionnés et qui prendront la vague deviendront des produits stars, qui eux-mêmes, au moment où le secteur ira en stagnant, deviendront des vache à lait. Donc tout l'avantage de cette matrice, c'est qu'elle vous offre les outils et les moyens de prendre des décisions efficaces en fonction des avantages et inconvénients de vos produits et catégories. Bref, la matrice BCG est un excellent outil décisionnel de base qui va vous permettre d'identifier aisément le potentiel de vos affaires et d'agir efficacement. Voyons maintenant notre dernière matrice, la matrice McKinsey, qui a l'avantage d'être particulièrement claire. Alors quels avantages à utiliser cette matrice? Eh bien, de pouvoir adapter vos efforts efficacement pour stimuler votre croissance. Donc comme vous pouvez le voir, tout y est indiqué, vous n'avez qu'à classer et agir en cohérence. Ceux qui voient une ressemblance avec la matrice BCG ne se trompent pas, et ceux qui pensent à utiliser les deux pour plus de précision sont sur la bonne voie. En effet, la matrice McKinsey est souvent utilisée pour préciser ou compléter l'analyse BCG qu'on vient de voir. Voilà ce qui clôture notre vidéo sur les bases du marketing. Pour conclure, je vous donnerai 3 règles d'or en marketing. La première étant de toujours connaître son marché et de toujours en suivre les évolutions pour mieux s'adapter. Toujours se positionner et cibler de manière cohérente pour optimiser vos opérations. Et enfin, toujours se concentrer sur des activités à forte valeur et rentabilité pour générer du profit. Les 2 matrices que je vous ai présentées en dernier vous permettent de suivre cette 3e règle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que je vous ai aidé à mieux comprendre les bases du marketing. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions ou projets marketing, nous serons ravis d'y répondre.
Bonne journée et à très bientôt sur Global Brandings.